Bon, chers amis, bonjour. C'est le prof Batou Benga. Je viens de me connecter à peine et je commence d'abord par présenter des excuses. Parce qu'en principe, il était question que l'on commence à 12 heures, mais étant donné les engagements que j'ai ailleurs comme doyen, on avait une réunion brusquée là, qui devait finir à 11 heures, mais on a dû connaître un léger retard. Je vous prie de m'en excuser. Et on va démarrer la séance d'aujourd'hui. Voilà, je pense que tout le monde est connecté, hein? Tout le monde est branché, on peut y aller. CP, on peut démarrer. Oui, professeur, on peut démarrer. Ah ok, ça va, c'est bon. Voilà, nous avons hier commencé avec notre deuxième chapitre, hein, portant sur... nous avons commencé hier. Si vous pouvez couper votre caméra, madame. Voilà, nous avons commencé hier avec notre deuxième chapitre du cours. Et le deuxième chapitre porte sur la statistique descriptive. En ce qui concerne la statistique descriptive, nous avons présenté, n'est-ce pas, différents types de tableaux. Nous avons commencé par le tableau de premier ordre, c'est-à-dire un tableau qui ne présente qu'une seule variable. Et l'exemple avait été donné où nous avons comme variable ou caractère à étudier, ce sont les différentes causes de décès. Nous avons évoqué 5 causes possibles et pour chaque cause de décès, nous avons repris, n'est-ce pas, le nombre de décès par cause de décès. Et ensuite, nous avons parlé donc des tableaux du deuxième ordre, là où nous avons affaire à double entrée ou soit 2 variables possibles sous étude. Et ici, il s'agissait de la variable âge ainsi que variable sexe, pour lequel il fallait pour chaque tranche d'âge et pour un sexe déterminé, donc donner l'effectif donc des personnes qui étaient concernées par le cancer des poumons. Et à part ça, il y a aussi possibilité dans certains cas d'avoir affaire à un tableau du troisième ordre, c'est-à-dire un tableau à triple entrée où il y a 3 variables qui permettent de pouvoir déterminer, n'est-ce pas, la valeur qui va être considérée comme donc modalité pour représenter, n'est-ce pas, les différents caractères qui sont sous étude. Et là, nous avons eu affaire à un tableau où on reprenait d'une part les différentes maladies, et il y a la tranche d'âge ainsi que le sexe de la personne. Il y avait donc 3 entrées qui parvenaient donc à pouvoir déterminer, n'est-ce pas, donc la modalité pour chaque situation. Et après ça, nous avons introduit la notion de fréquence de distribution. Donc, distribution plutôt de fréquences. En ce qui concerne les effectifs par rapport à une variable, nous avons ces effectifs-là qui peuvent être considérés comme des effectifs donc absolus. Et par rapport à ces effectifs-là, nous avons aussi déterminé la possibilité de calculer les effectifs cumulés. Avec effectifs cumulés, il y a possibilité de pouvoir déterminer, n'est-ce pas, la valeur totale des effectifs à partir des effectifs cumulés si nous sommons donc les effectifs par rapport à chaque classe ou soit par rapport à chaque modalité. Et nous avons par la suite parlé des tableaux donc avec variables continues. Avec des variables continues, dans le cas de tableau à variable continue, on utilise les intervalles. Et c'est comme ça que si vous rentrez dans notre diapo, qui est à la page, je crois, 32 ou 33,
Voilà le diapo qui est là présenté. Sur ces diapos, nous avons l'âge qui est défini sous forme d'intervalle. Nous avons l'intervalle allant de 20 à 25 et de 25 à 30, ainsi de suite. Nous avons expliqué comment est-ce qu'on avait, par rapport à l'effectif total, déterminé le nombre de classes en utilisant, n'est-ce pas, la règle de Sturge. C'est la règle de Sturge qui nous a permis de pouvoir évaluer le J qui représente le nombre total des classes. Et partant du nombre total de classes qui était évalué à 7, c'est comme ça qu'on a pu par la suite déterminer à travers la formule que nous avons donnée vers la fin en bas donc de notre deuxième diapo, l'étendue. Il suffisait de regarder dans la distribution, prendre le centre de classe max et moins la valeur min, plutôt la distribution, valeur max de la distribution moins valeur min de la distribution. C'est cela qui nous donne l'étendue. Et il suffisait de prendre cette étendue ici et diviser, n'est-ce pas, par le nombre de classes en vue de pouvoir déterminer l'intervalle de la classe, donc l'intervalle de chaque classe. Voilà comment nous avons eu à procéder pour pouvoir déterminer le nombre de classes que nous devions avoir par rapport à notre distribution que nous avons présentée. Et par la suite, nous avons donné un exemple donc de tableau où on a dû donner les éléments qui synthétisent pratiquement notre tableau statistique dans le cas donc des données continues ou dans le cas des données discrètes. Ici, dans le cas de données qui sont continues, après avoir défini la colonne qui devait être présentée à gauche, la colonne qui devait donner l'intervalle de classe, et là, c'est la deuxième colonne qui devait nous définir le centre de classe. Par centre de classe, c'est tout simplement la moyenne de la limite inférieure plus la limite supérieure donc de la classe. C'est-à-dire on prend la valeur de la limite inférieure plus la valeur de la limite supérieure de la classe divisé par 2. C'est ça qui nous donne la médiane ou soit la valeur qu'on appelle centre de classe. Et nous avons pour chaque centre de classe ou chaque modalité de notre variable qui a été définie, la fréquence absolue qui détermine donc les effectifs. Avec ces effectifs-là, nous pouvons évaluer les effectifs cumulés et ensuite de ces effectifs cumulés, on peut, n'est-ce pas, avoir aussi la fréquence relative cumulée. Et à partir des effectifs simples, on peut aussi avoir la fréquence donc de nos différentes valeurs qui définissent notre variable. Voilà, c'est ça le tableau que nous avons donné comme tableau synthèse. Et à la suite, nous avons parlé des variables qualitatives nominales avec quelques exemples et des variables donc qualitatives ordinales également, où nous avons montré comment est-ce que dans ce cas ici, on tient compte de l'ordre. Et partant du tableau de départ, que nous appelons base de données dans votre discipline, on appelle ça généralement base de données, et que nous avons ici affaire à une distribution donc statistique. À partir de cette distribution statistique, on a pu maintenant comptabiliser le nombre de fois où chaque modalité était répétée, et ce qui nous a permis de pouvoir déterminer la fréquence absolue ou soit l'effectif par modalité ou soit par catégorie. Et le reste, on a pu générer ça de manière beaucoup plus facile et automatique. C'est là que nous avons dû arrêter hier. Et maintenant, nous allons passer donc à la partie représentation graphique des données. Et ceci, nous allons juste présenter ça de manière un peu en survol, mais dans le cas de l'ETP,
vous allez devoir revenir sur cette notion ici à travers le TP. Avec le TP, vous allez faire des exercices et générer ça en utilisant les logiciels comme logiciel R ou encore en utilisant les logiciels Excel. On génère assez facilement différents types de graphiques pour représenter l'allure des données. C'est avec la représentation graphique, on peut voir s'il y a croissance, il y a décroissance, ainsi de suite. On peut voir la forme donc de la fonction qui est générée à partir de ces graphiques-là. Et nous avons choisi de pouvoir présenter un certain nombre de graphiques qu'on appelle des diagrammes en statistique. Nous avons par exemple des diagrammes en bâtonnet. Je crois que vous connaissez déjà d'autres comme les diagrammes en camembert. Il y a le diagramme, donc les histogrammes également que l'on génère. Il y a différents types de courbes. Ici, comme premier exemple, nous avons le diagramme en bâtonnet. Et le diagramme en bâtonnet que nous avons ici a été généré à partir de notre exemple donc, du tableau 2-4. L'exemple du tableau D4 est donné là, je crois que ça doit être... Voilà, il s'agit de ces tableaux ici. Les tableaux qui reprend, donc c'est une distribution de fréquence du personnel du centre de santé d'après le nombre d'enfants en charge. Ici, la variable qui doit être placée sur l'axe des abscisses, c'est le nombre d'enfants en charge. Et les effectifs, c'est défini maintenant comme valeur correspondante, donc comme valeur et donc exogène et variable exogène, excusez-moi, et les effectifs sont placés sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est dans un plan qu'on donne notre représentation. Donc, c'est partant de ces tableaux ici qu'on a pu obtenir le graphique qui est là. Le diagramme qui est ici a été obtenu à partir de notre tableau que nous venons d'illustrer tout à l'heure. Et si vous regardez bien, nous avons nombre d'enfants pris en charge. Et comme le total de nombre d'enfants pris en charge, c'est 6, c'est comme ça qu'on a dû découper ça en des parties équivalentes, donc de 1 jusqu'à 6. Et au niveau de l'ordonnée, ici, il s'agit des effectifs que nous avons eu à répertorier dans notre tableau. Et donc, pour les agents qui ont au moins un enfant pris en charge, nous avons répertorié ça à 17. C'est comme ça que ça tombe au niveau de la valeur 17 sur l'axe des ordonnées. Et les agents qui ont 0 enfant pris en charge, c'est 5. Donc, excusez, ça devait être pas, c'est un total, si je vérifie, dans le tableau qui est là. Donc il s'agit de ce tableau. Donc, c'est 5 exactement. 5 et puis 17. Voilà, donc c'est partant de ces valeurs-là qu'on a pu obtenir ce tableau. Donc, en principe, c'est mal dessiné, ça doit aller à 5. Et c'est comme ça qu'on a pu générer. Et pourquoi on appelle ça diagramme en bâtonnet? Ce sont juste ces barres verticales qu'on appelle des bâtonnets. C'est ça qui nous permet de pouvoir déterminer la valeur qui correspond aux effectifs donc des agents qui ont un nombre déterminé d'enfants. Voilà, donc nous avons à partir de ces bâtonnets qu'on a dû relier maintenant, et c'est ce qui nous a généré notre élément qu'on appelait donc notre histogramme ou qu'on appelle polygone statistique des effectifs. Polygone passe sa zone comme une forme géométrique avec plusieurs côtés. C'est cela la raison qui a fait que l'on puisse nommer cette forme qui est générée polygone de fréquence. Alors nous passons
à la représentation suivante. La représentation qui est là est toujours générée par le même tableau. Sauf que le tableau que nous avons n'est pas complet. Parce que nous avons, si je veux revenir sur ce tableau, permettez que je revienne au tableau. Dans ce tableau ici, en réalité, pour qu'on obtienne les éléments que nous avons représentés dans les tableaux, on devait ajouter une autre colonne. On devait ajouter une colonne sur la fréquence. On devait ajouter une colonne sur la fréquence et ainsi que sur les effectifs cumulés. Et si donc nous voulons ajouter quelque chose sur les effectifs cumulés, donc sur la colonne qui devait être représentée, si nous ajoutons une autre colonne là à côté, sur cette colonne-là, on devait avoir sur cette ligne 5, sur la ligne suivante 22, sur l'autre ligne, ça ferait 22 plus 31, ça fait 53. 53 plus 20, on aura 73. 73 plus 11, ça fait 84. 84 plus 4, c'est 88. 88 plus 1, ça devait faire 89. Là, c'est la colonne d'effectifs cumulés. Après la colonne d'effectifs cumulés, il y a donc une autre colonne, une quatrième colonne qui pouvait être ajoutée. Et la colonne qui devait être représentée, c'est cette colonne-là qui, en principe, représenterait la fréquence. Et cette fréquence-là cumulée devait chaque fois être évaluée en prenant la valeur de la fréquence cumulée divisée par la valeur totale de la population, donc plutôt de l'échantillon. Si vous permettez, je peux essayer assez rapidement de pouvoir reproduire ça. Josué, vous avez Excel? Oui. Ok, permettez comme ça, on va le faire assez rapidement. Donc, ils vont voir même cette fenêtre. Une minute, hein? Je suis en train d'ouvrir le logiciel Excel pour voir comment est-ce qu'on a pu générer les autres colonnes. Voilà. Voilà. Vous avez la fenêtre d'Excel avec vous. Je vais faire ça assez rapidement. Mettons par exemple le nombre d'enfants en charge. Et ensuite, nous avons la deuxième colonne, c'est effectif. Et nous avons prévu d'avoir effectif cumulé. Et enfin, ça, c'est fréquence cumulée. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on a dû présenter les choses. Ici, nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, nous allons reprendre d'abord les valeurs qui étaient déjà données ici. Et comme effectif
de personnes, d'agents ayant 0 enfant en charge, c'est 5, 17, 31, 20, 11, 4 et puis 1. Voilà, ici, c'est question juste de pouvoir calculer la valeur d'effectifs cumulés. Et concernant les effectifs cumulés, nous avons pour cette colonne, il y a 5 et ensuite 5 plus 17. Nous aurons donc, on peut même le faire par rapport à 22. Excel, ça fera 22. Voilà, on peut le faire comme ça. Ça fait 22 et on glisse. Voilà, les valeurs sont générées automatiquement. Et maintenant, il y a la colonne sur la fréquence cumulée. Il suffit juste de pouvoir prendre la valeur qui est là divisée par donc par 89 qui est le total, donc le total d'effectifs. Et voilà les valeurs qui sont générées. Voilà. Et ce sont ces valeurs ici qui sont reprises sur notre diagramme en escalier. Le diagramme en escalier reprend plutôt les valeurs qui sont là. Si nous rentrons sur, je pense que vous avez tous observé les valeurs qui sont retenues. Il y a 0,05, 0,24, 0,59, 0,82, 0,94 plutôt, 0,98 et ensuite 1. Ce sont ces valeurs ici qui ont été reprises dans le diagramme qui est en escalier. Je vais revenir donc sur ce diagramme, donc sur le diapo, et nous allons donc observer à partir du diapo comment ces valeurs ont été représentées donc sur le diagramme. Nous sommes là. Voilà, si vous observez bien, nous avons donc ici, de ce côté, il s'agit, n'est-ce pas, des nombres d'enfants en charge. Et sur la droite des ordonnées, nous avons plutôt affaire à la fréquence donc cumulée. Ce sont des valeurs de fréquence cumulée. Et la première valeur qui avait été obtenue, c'était 0,056. Voilà, c'est-à-dire que dans l'intervalle 0 jusqu'à 1, la valeur de la fréquence cumulée est de 0,056. Et maintenant, à partir de 1 à 2, ici, la fréquence cumulée, qui a une deuxième fréquence cumulée que nous avons obtenue, dont la valeur est allée jusqu'à 2, c'est 0,24. Et vous voyez, ça tombe presque au niveau de 0,24. Et la troisième valeur de la fréquence cumulée que nous avons obtenue, c'était 0,59. Et c'est jusqu'à la valeur 3. C'est là que nous avons presque 0,59. Et c'est comme ça qu'on a dû reproduire les autres valeurs jusqu'à la valeur 1. C'est-à-dire, au niveau de 6, nous avons déjà la valeur donc de la fréquence cumulée qui est égale à 1. Voilà, c'est comme ça qu'on a pu générer. Et donc, il s'agit tout simplement d'une fonction qui est définie sur l'ensemble R vers l'intervalle 0,1. Parce que les fréquences, la valeur de fréquence ne peut pas dépasser 1. C'est comme la probabilité. La probabilité varie toujours dans l'intervalle allant de 0 à 1. Et c'est comme ça que nous avons 0 jusqu'à 1 comme valeur de fréquence cumulée que nous avons obtenue après calcul. Et cette expression ici voudrait signifier pratiquement la même chose. Pour toute valeur des modalités qui soit inférieure à la valeur initiale, la première valeur, c'était la valeur 0. Donc, dans ce cas-là, la valeur de la fonction de répartition, ça c'est l'équivalent de ce qu'on appelle fonction de répartition, est 0.
Et ensuite, à chaque niveau, c'est la valeur qui correspond à la valeur donc de la fréquence cumulée qui a été évaluée pour l'intervalle J allant de 1 jusque, dans notre cas, jusqu'à 6. Donc, c'est comme ça qu'on a pu obtenir ces graphiques qu'on appelle donc diagramme en escalier. En escalier parce que c'est par rapport à sa forme qu'on appelle ça. C'est comme une fonction en escalier que certainement la plupart d'entre nous ont eu à apprendre au niveau des mathématiques. Voilà, comme je l'ai dit ici, ce genre de graphique donc, est appelé diagramme en escalier. Et nous voyons effectivement comment est-ce que les choses évoluent en escalier. Et ici, il y a une fonction, la fonction est discontinue. La fonction ne peut pas être dessinée comme étant en continu, comme ça qu'on dit que non, nous avons affaire à une variable quantitative qui est discontinue. Voilà, donc on peut passer au deuxième diagramme. Ici, nous avons affaire à l'histogramme. Histogramme, donc, je crois que tout le monde connaît ça, parce qu'on utilise ça beaucoup plus dans les logiciels comme Excel, en vue de pouvoir représenter certaines données qui ont été recueillies. Et par rapport à cet histogramme ici, nous avons représenté notre histogramme en tenant compte d'un des tableaux où nous avons eu affaire aux variables donc continues. Ici, nous avons eu à recourir aux variables continues. Et donc, il est question tout simplement de pouvoir, avec l'histogramme, de représenter les effectifs qui sont observés suivant différentes classes. Et les classes comme pour l'exercice qu'il y avait, donc il y a un exemple où nous avons travaillé sur différentes classes. Voilà, il y a les classes qui ont été définies de 20 à 25. Donc, dans ce moment-là, pour cet intervalle de 20 à 25, la valeur donc, qui a été déterminée, c'était 9 comme effectif observé. Et c'est pour cette raison-là que sur l'histogramme, vous allez voir très bien que nous avons affaire à la valeur 9 qui est définie dans l'intervalle allant de 20 à 25. Voilà, l'intervalle allant de 20 à 25, nous avons la valeur des effectifs qui est presque au niveau de 10, ça devait être un peu haut là, ça représente la valeur 9. Et pour l'intervalle allant de 25 à 30, si nous rentrons sur le même tableau, par rapport à ce même tableau, vous allez observer que nous avons donc à peu près 27. Voilà, il s'agit de 27. Et l'intervalle allant de 30 à 35, ça fait 36. Voilà, c'est comme ça qu'on a pu obtenir ces graphiques ou les diagrammes sous forme d'histogramme. Et pour pouvoir représenter, n'est-ce pas, les polygones qui déterminent donc les différents effectifs, voilà qu'on prend toujours les centres de classe. On essaie de joindre les différents centres de classe. Ici, le centre de classe qui avait été évalué par rapport à ces tableaux, c'était 22,5, 27, donc ici c'était 27,5, ainsi que 32,5, ainsi de suite. On a juste relié ces différents centres de classe en vue de pouvoir générer les polygones. Voilà, donc c'est toute cette théorie qui est définie là. Je voudrais tout simplement expliquer comment est-ce que nous avons construit notre histogramme. Mais avec Excel, ça se fait de manière automatique. Et c'est le travail effectivement que vous allez devoir accomplir au niveau donc des TP. Nous passons au diagramme suivant. Nous avons ensuite le diagramme donc, qui est donné
il s'agit donc tout simplement ici d'une courbe. La courbe en continu ici, il s'agit de mêmes données que nous avons tout à l'heure représentées. Donc, mais ici, c'est les valeurs qui sont représentées, ce sont des valeurs de la fréquence cumulée. Par rapport à notre tableau, nous avons la première classe qui était la classe allant de 20 à 25, de 25 à 30, c'est comme ça que les différentes classes étaient subdivisées. Donc, relativement aux fréquences cumulées, il suffit juste de pouvoir, permettez, on peut rentrer au niveau de notre tableau de départ. Voilà. Par rapport au tableau de départ qui est donné ici, voilà, nous avons ici les fréquences cumulées représentées là-bas. Donc, il suffit de pouvoir prendre l'effectif de la classe. Donc, il s'agit de fréquence cumulée, donc effectif cumulé de la classe, et on divise ça par la taille de l'échantillon. Et il suffit de prendre seulement 9 divisé par 150 et ça donne une valeur qui est légèrement inférieure à 1. Et donc 0,1 plutôt, légèrement inférieur à 0,1. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez que ici, on a dû prendre. Donc, dans cet intervalle ici, en principe, c'est autour de ces milieux ici qu'on doit générer donc la courbe qui est définie à partir donc des valeurs qui découlent de notre tableau où nous avons les données sous forme donc de classes ou d'intervalles. Voilà. Nous avons après ça aussi les diagrammes que nous avons appelés le graphique circulaire ou soit camembert. Ça, c'est un autre modèle de représentation des données, mais ici, c'est quand une fois on a plusieurs modalités, on voudrait voir le pourcentage de chaque modalité par rapport à l'ensemble donc des observations. Et si nous voulons nous référer à notre exemple qui a été donné sur les diplômes, les derniers diplômes d'études d'un groupe de gens qui ont été questionnés, il s'agissait d'un total de 150 personnes, où nous avons, non, il s'agissait de 50 personnes, excusez-moi, 50 personnes, où nous avons certaines personnes qui étaient sans diplôme, d'autres qui avaient à peine un diplôme d'école primaire, diplôme d'études secondaires et diplôme d'études donc non universitaires, c'est-à-dire supérieures, comme les études de pédagogie, technique, ainsi de suite. Et là, c'est diplôme universitaire. Et effectivement, ceci est défini par rapport à la fréquence. La fréquence, c'est-à-dire la proportion. Et ici, il ne s'agit pas de fréquences cumulées, il s'agit de fréquences simples qui est associée à chaque modalité par rapport à toute la distribution. Et donc, à partir de ça, on peut faire une observation déjà de manière visuelle pour dire que le nombre de personnes sans diplôme est inférieur par rapport à d'autres catégories. Donc, ça peut déjà donner une image sur la situation par rapport à la zone qui a été concernée par l'étude. Et ici, on génère ça également de manière automatique avec Excel. Ça ne demande pas de calcul, il suffit juste de pouvoir prendre, n'est-ce pas, la forme. Hein, dans les logiciels, il suffit d'y aller et sélectionner graphique et on choisit les modèles de graphiques et automatiquement on définit les valeurs qui vont être prises en compte et le graphique va être généré de manière automatique. Nous passons au graphique suivant. Je pense que
là, vous y reviendrez certainement à partir donc de TP, en utilisant ça de manière pratique sur le logiciel. Et nous avons en fin de compte un autre type de représentation qu'on appelle le diagramme en barre des effectifs. C'est un peu comme les graphiques, donc les diagrammes en bâtonnet, mais sauf que ici on essaye de pouvoir définir une certaine largeur de la représentation, c'est-à-dire ce n'est pas tout simplement une barre verticale comme les bâtonnets, mais ici on essaie de définir ça avec une certaine largeur, si on peut appeler ça encore épaisseur. Donc, par rapport à notre exemple sur les différents diplômes, les derniers diplômes d'études, voilà les effectifs qui ont été définis. Nous avions à peu près 4 personnes, donc exactement 4 personnes qui, parmi les personnes qui ont été questionnées, s'étaient manifesté qu'ils n'avaient aucun diplôme. Et ceux qui avaient à peine un diplôme d'études primaires, ils étaient, je crois, 11, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a pu dessiner donc ces diagrammes en barre. Et ça se génère également avec Excel, avec beaucoup de simplicité. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Donc nous pouvons passer au point suivant après la représentation. Il s'agit donc de statistiques descriptives univariées. Nous allons d'abord, comme nous l'avons présenté dans l'introduction du cours, nous allons présenter les choses en plusieurs étapes. Il y aura donc la partie statistiques descriptives et c'est le moment venu que nous allons parler des statistiques descriptives bivariées, là où nous aurons à utiliser 2 caractères ou 2 variables à la fois. Mais dans ces premiers cas ici, nous allons juste voir comment on calcule certaines valeurs typiques, qu'on appelle aussi des paramètres, mais pour une donc seule variable ou soit un seul caractère qui est pris en compte dans ces cas. Donc, ici, dans cette partie ici, il est question de pouvoir ressortir certaines informations cachées dans une série ou soit une distribution statistique. Quand nous avons affaire à un certain nombre donc, de valeurs qui ont été prélevées sur une variable déterminée dans une population ou soit dans un échantillon qui a été défini, il y a moyen de pouvoir calculer certaines valeurs typiques par rapport aux données qui ont été recueillies. Et ces valeurs-là, il y a des valeurs à tendance centrale. Là, c'est comme la moyenne, il y a la médiane. La médiane, c'est déjà le centre. Et il y a aussi le mode, qui sont des différentes variables typiques à tendance centrale. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres variables qui permettent de pouvoir déterminer, n'est-ce pas, la dispersion, comme l'écart max. On peut déterminer l'écart, par exemple, prenons dans une entreprise où prenons que nous ayons affaire à une entreprise où nous avons plusieurs employés et que chacun a naturellement un salaire déterminé. Et on voudrait voir l'écart qu'il y a sur le plan des salaires. Oui, il y a une main levée. Ok, je vous écoute, M. Chelo. Vous pouvez poser votre question. Professeur, s'il vous plaît, s'il y a moyen de zoomer un peu votre test pour que ce soit bien visible. Merci. Ok, merci. Voilà, ok. Je crois que c'est plus clair maintenant. Donc, oui. Voilà, je parlais donc d'un cas précis. Supposons que nous avons
dans une entreprise, plusieurs travailleurs et chacun a son salaire, on voudrait voir est-ce qu'on applique une très bonne politique salariale au sein donc de cette entreprise-là. On peut effectivement calculer d'abord la moyenne. On voit, bon, la moyenne de salaire est par exemple de $500 par personne. Mais ce n'est pas pour autant dire que non, chaque travailleur perçoit $500 à la fin du mois. Non, il y en a qui ont 5 000, d'autres qui ont $10, d'autres 50, 20. Et maintenant, il y a au-delà de la moyenne d'autres valeurs typiques qu'on appelle valeurs typiques de dispersion. C'est comme l'étendue, il y a moyen de ne pas prendre la valeur la plus élevée, c'est-à-dire le salaire le plus élevé, moins le plus bas salaire, pour voir l'écart est de combien. Et là, ça peut déjà donner une idée, mais généralement, on n'utilise pas ça. Souvent, on travaille avec le quart type. Et le quart type, c'est cela qui ouvre encore la variance dans certains cas, qui permet de pouvoir déterminer si le quart type est grand, c'est-à-dire qu'il y a une très grande dispersion sur le plan du salaire. C'est-à-dire les valeurs ne sont pas proches de la moyenne, ne sont pas concentrées autour de la moyenne. Donc, il y a une grande dispersion entre la valeur moyenne et les valeurs limites. Et donc, à ce moment-là, la politique n'est pas du tout bonne, parce qu'il y a un très, très grand écart et que, sur le plan donc, politique pour encourager les travailleurs, ce n'est pas un bon choix qui a été opéré. Voilà, donc, nous avons également d'autres valeurs typiques, comme notamment valeurs typiques de forme. Et ici, c'est souvent au niveau donc de la courbe de fréquence. La courbe de fréquence, si c'est symétrique, c'est-à-dire que c'est autour de la moyenne qu'il y a les valeurs au-delà de la moyenne et les valeurs en dessous de la moyenne sont pratiquement distantes. Et que ça, dans la moyenne, la droite qui passe par la moyenne donne comme une médiane. Donc, il y a symétrie, c'est-à-dire les valeurs sont pratiquement comme une courbe qui peut être... Donc, si on veut parler un peu d'aspect mathématique, il y a moyen de pouvoir représenter donc la droite montante de manière équilibrée à mi-distance par rapport à l'axe qui passe par la moyenne de l'autre côté donc de la moyenne. Donc c'est vraiment équilibré par rapport à la moyenne. Et ensuite, cette courbe de fréquence peut être jamais l'axe donc autour de la moyenne. La droite montante n'est pas définie à mi-distance, pas par rapport à la droite descendante au-delà donc de la moyenne. Donc il y a moyen de pouvoir faire aussi un commentaire par rapport à la forme donc d'errance. C'est en certains cas d'analyse exactement. Voilà, au point 2, 3, 1, nous allons directement démarrer avec les valeurs typiques des tendances centrales. Et là, naturellement, nous commençons par le premier paramètre qui est la moyenne arithmétique, qu'on appelle généralement moyenne. Je crois que tout le monde connaît comment on calcule la moyenne, nous n'allons pas nous y attarder. Si nous avons affaire à plusieurs valeurs observées, X, N, qui proviennent donc d'une distribution qui est discrète, il suffit juste de devoir additionner ces valeurs-là pour ensuite diviser ça par le total de valeurs. Et c'est comme ça qu'on trouve ça, il s'agit de la moyenne arithmétique. Arithmétique, c'est l'addition. C'est comme ça qu'on additionne toutes les valeurs observées et puis on divise par la taille, c'est-à-dire le nombre de ces valeurs observées qui est de n. Et là, c'est une représentation simplifiée. C'est équivalent pratiquement à ce qui est noté là-bas. C'est la même chose.
Ici, il s'agit tout simplement de l'addition. Excusez, ça doit être les indices correspondre. Hein. Il faudrait remplacer, comme c'est une image, malheureusement, je ne sais pas directement modifier ça. Mais ici, les indices doivent correspondre. C'est techniquement la somme pour J de 1 à N de XJ. C'est cela que nous avons. X ici va, donc l'indice J ici, va de 1 à N, comme nous l'avons ici. De 1 à N, et il s'agit de la sommation. Donc, c'est une forme abrégée. Nous avons un exemple qui est donné à la page suivante. Considérons la série qui est constituée de ces 6 nombres. 5, 8, 4, 5, 2, 10. La moyenne arithmétique, il suffit juste de pouvoir additionner les différentes valeurs et diviser par le nombre de valeurs observées qui est 6 et on obtient 5,6 qui représente, n'est-ce pas, la moyenne. Là, c'est une moyenne simple. Et nous avons aussi affaire à un autre type de moyenne qu'on appelle moyenne pondérée. La moyenne pondérée, c'est une moyenne où les différentes valeurs observées n'ont pas la même contribution pour obtenir la moyenne. C'est-à-dire que chaque valeur observée a un certain poids. Et c'est ce poids-là qu'on appelle le NI, c'est-à-dire comme la fréquence de répétition. Voilà, donc à supposer que nous avons une observation. Donc, on a dû, à travers cette observation-là, ressortir une distribution donc statistique. Dans cette distribution statistique, nous avons par exemple la valeur 5 qui représente le XI. Le 5 là a été répété 4 fois. Donc, à ce moment-là, le petit NI ici sera défini comme étant égal à 4. C'est-à-dire la fréquence, c'est le nombre de fois que cette valeur-là a été répétée. Et donc, ça représente de manière technique ce qu'on appelle la pondération, le poids, la contribution donc à la valeur XI pour évaluer la moyenne. Voilà, donc, dans certains cas, on n'accorde pas le même poids à toutes les observations. Et c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est comme dans le cas, effectivement, de cours. Tout le monde a étudié à l'université et connaît qu'il y a ce qu'on appelle pondération, que l'on associe à chaque cours. Et quand on veut calculer les pourcentages, ou déjà même au niveau du total général, on doit associer à la cote réalisée la pondération. Et on additionne maintenant chacun des cours. Ici, c'est supposé qu'il y a 4 cours. Partant du premier jusqu'au 4e cours, on va pour chaque cote obtenue, multiplier cette cote-là par la pondération qui représente ces cours, donc qui est associée donc à ces cours-là. C'est ça qui est le total général. Et ici, les total des observations ou soit la taille de l'échantillon peut également être équivalent aux effectifs de chaque donc, variable. C'est-à-dire autant de fois que chaque variable a été répétée, si on additionne ça, ça va nécessairement nous renvoyer à la taille de l'échantillon. Il suffisait même de mettre petit n tout simplement ici, parce que c'est le petit n qui correspond à la somme des effectifs de chaque variable ou soit de chaque modalité obtenue à la suite d'une variable. Voilà, donc nous pouvons évoluer avec l'exemple qui est donné à la page suivante. Nous considérons que nous avons affaire à un tableau qui reprend les cotes ou les notes réalisées par un étudiant dans 5 cours au total. Et chaque cours est défini avec
son nombre de crédits, c'est-à-dire la pondération. Si nous voulons rentrer dans le système traditionnel, on appelle donc le crédit, c'est l'équivalent presque de la pondération. Pour l'amener, nous connaissons, c'est le X1. Le X1 là, a comme pondération N1 égale à 6. Le X2, qui est la deuxième valeur de la variable note, a pour pondération N2 qui est égal à 3. Comme ça que l'on peut définir les choses. Et d'où alors la moyenne pondérée des notes va être chaque fois définie en prenant la valeur de XI multiplié par le NI qui représente sa pondération ou son poids. Et c'est ainsi qu'après calcul, nous avons 6 fois 5 plus 3 fois 4 plus 4 fois 3 plus 3 fois 6 plus 4 fois 5. Et c'est ça qui a pu donner le 92 ou 92 que nous avons là. Et là, nous avons la somme des pondérations, la somme des crédits. Et donc, ça nous a donné ici 20. Il suffit de prendre donc 92 divisé par 20. Et donc, la moyenne obtenue sur les notes que nous avons là, la moyenne est de... Ça, c'est ce qu'on appelle moyenne pondérée. Nous allons donc au diapo suivant. Il s'agit donc d'un deuxième exemple. Vous allez m'excuser, c'est un diapo qui n'avait pas de titre, mais on avait, bon, l'exemplaire que j'ai confectionné, on a quand même aménagé, on a amélioré ça. Je vais vous l'envoyer peut-être à la fin du cours. Voilà, nous avons un deuxième exemple. On demande de pouvoir calculer la moyenne arithmétique d'une distribution continue. Ici, vous voyez que l'âge est donné sous forme d'intervalle. On a besoin ici de pouvoir trouver l'âge moyen des différentes observations qui ont été effectuées. Et si vous regardez bien, le total des personnes qui ont été concernées par l'observation, ici il y a une partie qui n'apparaît pas, c'est-à-dire il suffit de prendre la somme des fréquences absolues qu'on appelle aussi effectifs par groupe ou par classe. C'est la somme de toutes ces valeurs ici qui nous donne la taille de l'échantillon. Mais on a besoin de pouvoir, par rapport à ces observations ici, à déterminer l'âge moyen. La question est de pouvoir déterminer, n'est-ce pas, l'âge moyen, la moyenne arithmétique donc de l'âge. Et étant donné que nous avons affaire à une distribution continue, nous ne pouvons pas travailler avec les deux valeurs qui déterminent la limite inférieure et limite supérieure, n'est-ce pas, de l'intervalle. Et on travaille donc avec le centre de classe. Donc ici, nous avons des fréquences, ou soit le nombre d'individus pour chaque classe. Nombre de fois que la valeur a été répétée dans cet intervalle. On peut expliciter ça de plusieurs manières. Et maintenant, c'est ça qui représente notre NI, le nombre de c'est-à-dire. Et étant donné que nous avons un intervalle là-bas, le centre de classe, c'est ça qui détermine notre variable qui va être concernée par le calcul. Et donc, relativement à la formule pour calculer la moyenne pondérée, il faut chaque fois prendre la valeur de la fréquence qui représente la pondération de cette modalité qui est définie comme centre de classe. On prend le produit des deux, c'est-à-dire 9 multiplié par 22,5, ça nous donne 202,5. Et ici également la même chose.
la fréquence ou la pondération, c'est 27. Et la modalité ici qui est définie comme centre de classe, c'est 27,5. On fait le produit des deux pour trouver cette valeur. Et la même chose également, on fait le produit des deux, ainsi de suite. Et là, nous avons effectivement le NXI. Et si vous regardez dans notre formule qui est donnée là, à la fin, une fois que nous avons le différent NI, il va falloir faire quoi? Il faut les additionner. Et cette addition-là de NI qui nous donne la valeur, n'est-ce pas, 5325. Le 5325, c'est la somme des valeurs qui sont retrouvées là. Et ici, ici, quoi qu'il y a un petit couac, permettez que je puisse directement corriger. Ça, c'est une erreur. Vous avez une calculatrice là. Je vais directement arranger ça. C'est une erreur sur la dernière colonne. Hein? Là. Ouais? Non, non, c'est pas grave. Je le fais même avec ma calculatrice ici. Dans la dernière colonne, nous aurons 3 multiplié par 57,5. Et ça fait 172,5. Ça c'est 172,5 exactement. C'est la valeur qui a été par mégarde placée là-bas. Et là, sur cette colonne-là, c'est 100. OK. On a décalé les choses. La personne qui a saisi a commis l'erreur de décaler. Voilà, donc, j'arrange ça assez rapidement. 18 multiplié par 42,5, ça fait 765. Voilà, ce sont là les différentes valeurs que nous devons avoir. En additionnant toutes ces valeurs, nous allons exactement obtenir 5325. Hein? Et c'est cela qui représente la valeur donc totale, le total général pondéré. Et comme la somme des effectifs ici donne 150, 150, ça représente la taille de l'échantillon. On n'a qu'à diviser ce total général par la taille de l'échantillon et on trouve 35,5. Donc, la moyenne d'âge est de 35,5 ans. En passant au diapo suivant. Après la moyenne, nous avons dit qu'il y avait d'autres valeurs typiques hein, qui sont donc organisées autour, donc centrées quoi, hein, autour du milieu. Et c'est entre autres le mode qui est également défini. Les modes pour pouvoir arriver à obtenir ça, dans le cas où nous avons affaire à une distribution qui est discrète, là, c'est beaucoup plus facile. Il suffit juste de pouvoir trier ça et on voit la valeur qui a la fréquence la plus élevée. Mais dans le cas où nous avons affaire à
une distribution qui est continue, effectivement, l'effectif est automatiquement facile à observer. Il suffit de prendre seulement la fréquence la plus élevée, c'est-à-dire la valeur qui est répétée le plus de fois. Et c'est ça qu'on considère ici comme les modes. Donc, nous avons les modes peuvent être calculés pour tous les types de variables quantitatives comme qualitatives, comme remarque. Donc, dans certains cas, on peut avoir affaire à une distribution multimodale. Multimodale, c'est dans le cas où nous avons affaire à une distribution où nous avons deux valeurs, par exemple, qui ont été répétées autant de fois, le nombre le plus élevé. Par exemple, l'âge, l'intervalle de 25 à 30 ans et de 40 à 50 ans a été répété de la même manière, mais c'est le nombre le plus élevé. Là, alors, on parlera donc d'une distribution bimodale, c'est-à-dire il y a deux modes, deux valeurs ayant les mêmes, donc la même valeur, plutôt des fréquences les plus élevées. Et nous considérons un autre exemple qui est défini ici concernant l'état civil. Dans ce tableau ici, sous l'état civil, on peut déjà observer que la taille de la population est 20, mais l'effectif des célibataires est déjà 9, c'est le plus élevé. Et déjà, partant de cette valeur ici, où l'effectif est assez élevé par rapport à la taille qui a été définie, automatiquement, on peut dire que c'est les célibataires qui est le mode. Les modes pour cette variable, donc état civil, la variable état civil a pour mode la valeur, donc C qui correspond au célibataire. Et même sous le plan de calcul de fréquence, on voit que c'est la valeur de la fréquence la plus élevée, automatiquement. Nous passons au diapo suivant. Voilà. Nous avons donc la détermination du mode dans le cas d'une variable quantitative. Le cas où nous avons affaire à une distribution discrète. Pour des valeurs qui sont définies de manière valeur simple, c'est-à-dire pas composée, ce n'est pas sous forme d'intervalle, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de voir la valeur qui est répétée plusieurs fois. Si vous regardez dans cette distribution ici, nous avons 15 qui est répété 3 fois. Oui, Monsieur Chonda, je vous écoute. Monsieur Chonda, je vous écoute. Permettez, professeur, par rapport à la diapositive 45. Oui. Vous avez dit dans les remarques, les modes n'existaient pas toujours. Ça signifie quoi, s'il vous plaît? Oui. Quand je parle de... parce qu'il faudrait avoir une valeur... OK? Une valeur qui est répétée à plusieurs reprises. Cette valeur-là qui va être définie comme mode. Et prenons le cas où nous avons affaire à une distribution, par exemple, qui donne les valeurs des préférences et que toutes les valeurs sont définies qu'une seule fois. Vous n'avez que la valeur qui est répétée une seule fois. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'on va dire? Que toutes les valeurs sont considérées comme bonnes ou toutes les valeurs. Donc à ce moment-là, on dira que le mode n'existe pas parce que toutes les valeurs de la distribution sont reprises donc une seule fois. Ok, je pense que je me suis fait comprendre.
Oui, maintenant, dans ces cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, il faut simplement dire que les modes n'existent pas parce que toutes les valeurs ne sont répétées qu'une seule fois. Hein? On ne va pas répéter que toutes les valeurs là sont à la fois mode, non. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, nous avons ici le deuxième exemple où le nombre 11 est répété 3 fois et 15 également est répété 3 fois. Et c'est pour cette raison-là qu'on a affaire donc à une situation donc bimodale. Il y a le 11 et le 15 qui sont les deux à la fois considérés comme des modes. Et prenons maintenant le cas d'une distribution continue. Dans le cas d'une distribution continue, il faut procéder par des calculs. La procédure consiste à pouvoir donc déterminer la classe qui admet la plus grande fréquence absolue. Et ici, nous avons déjà donné quelques exemples. Hein. Prenons, si nous rentrons à l'exemple concernant les fréquences des ouvriers d'une clinique suivant leur âge, où nous avons des effectifs qui sont définis. Et là, c'est la classe 35 à 40 donc, qui devait être choisie. Parce que c'est cette classe-là qui a le plus grand nombre d'effectifs. Je peux revenir sur ce tableau-là assez rapidement. Excusez. Voilà, il s'agit de ce tableau ici. Effectivement, pour ce tableau-là, nous voyons que c'est la classe, donc 35 à 40, qui a le plus grand nombre d'effectifs. Et cette classe qui devra naturellement être choisie. Mais il faut maintenant, au-delà de ça, faire des calculs. C'est le diapo, voilà. Voilà, nous sommes là. Et une fois que cette classe-là est choisie, d'autant plus que il y a maintenant question de pouvoir utiliser la formule d'interpolation où nous avons la limite inférieure qui est définie là et H est considéré comme l'amplitude. Nous avons tous très bien que dans toute classe, il y a la limite inférieure ainsi que la limite supérieure. Et nous avons donc le H ici qui est directement, donc c'est l'écart entre la limite supérieure avec la limite inférieure. C'est-à-dire que c'est un peu comme la valeur, donc la taille donc, de l'intervalle, si on peut dire ainsi. Et à cela, cette amplitude-là va être multipliée par la différence entre la fréquence de classe modale de la classe précédente, c'est-à-dire on prend la fréquence de la classe où on est, moins la fréquence de la classe qui précède. C'est-à-dire, pour notre cas ici, on devra prendre 45 moins 30, donc moins 36. Ou encore, quand on veut calculer en termes de proportions, ça sera 45 sur 50 moins 36 sur 50. C'est là qu'on peut faire le calcul. Et les delta 2 ici, c'est la fréquence de la classe qui est considérée comme modale, moins la fréquence donc de la classe suivante. Donc ici, il va s'agir de la classe où nous avons 45 moins la classe suivante qui est 18. Je ne sais pas si vous avez ces tableaux devant vous. Donc, si je veux, excusez que je revienne en remontant pour expliquer directement par rapport à ces tableaux. Donc, nous sommes dans ces tableaux ici. On choisit, ça doit être ça, en principe, la
classe modale. Et la classe modale, ici, pour calculer, il va falloir dans la valeur, donc prendre d'abord la valeur limite, c'est 35, n'est-ce pas? Plus l'intervalle entre les deux, c'est 5. C'est ça l'amplitude. 40 moins 5, ça fait 5. Et le 5 ici, maintenant, il faut multiplier ça par 45. Donc, moins 36. Et donc, il y a... là, c'est le D1, c'est 45 moins 36. Et le D2, c'est 45 moins 18. C'est comme ça qu'on évalue ça. Okay. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de griffonner sur un papier, nous montrer réellement le calcul, comment il est fait? Parce que lorsque vous changez la souris, parfois, moi personnellement, je ne maîtrise pas tout ce que vous dites par rapport à la souris. Il y a moyen de faire une bonne... S'il vous plaît. De faire quoi, vous avez dit? S'il y a moyen de l'écrire sur papier et nous montrer la date du papier que vous avez par rapport au calcul que vous faites. Parce qu'avec la souris, d'aller de 45 à 36, parfois, moi, personnellement, je me perds un peu. Si vous pouvez faire la formule avec les valeurs que vous dites maintenant sur un papier et nous montrer le papier, par contre, au lieu de la dia. Bon, d'abord, premièrement, je disais ceci, la classe modale sera donc la classe qui a la fréquence la plus élevée. OK? Et si vous regardez là-bas, par rapport au diapo qui s'affiche, c'est la classe 540 qui a, n'est-ce pas, la fréquence la plus élevée. Donc, on doit considérer que c'est 35, 40 dans cet intervalle-là que nous avons, c'est ça la classe modale. Et maintenant, pour calculer la valeur de notre mode, OK? Regardez, moi, j'aimerais que vous puissiez déjà retenir la classe modale, c'est 35 à 40. Et l'effectif de cette classe-là, donc la fréquence, c'est 45. Hein? Et la classe précédente, c'est 36 comme effectif. Et la classe suivante, l'effectif, c'est 18. OK? De toute façon, même si nous travaillons directement avec l'effectif, hein, sans pour autant être obligé de diviser par 150 pour avoir la fréquence, ça va donner le même résultat. Parce que chaque fois que vous divisez par 150, 150, 150, vous gardez toujours la même proportion. OK, donc nous avons, si nous revenons à la formule, comme ça, vous allez voir ça de manière beaucoup plus claire. Nous sommes là. Vous regardez, nous avons donc LI, c'est la limite inférieure de la classe modale. OK? La limite inférieure de notre classe modale, c'est combien? C'est 35. OK? XM va commencer par être égal à 35. Et puis nous ajoutons l'addition. OK? H est l'amplitude. L'amplitude dans cet intervalle, donc quand nous prenons la valeur supérieure de l'intervalle moins la valeur inférieure, 40 moins 35, ça fait 5. L'amplitude, donc, c'est 5. C'est ça la valeur de H. OK? Et ensuite, vous mettez une barre. Et le delta I, là, c'est la fréquence de la classe modale moins la fréquence de la classe précédente. La fréquence de la classe modale ici, pour nous, ça représente le 45. Et la fréquence aussi de la classe, donc disons, si on veut vraiment être plus explicite, prenons 45 sur 150. On aura 45 sur 150. Mais vous allez voir que les 150 vont s'éliminer. C'est pourquoi moi, je ne tiens pas compte de ça. Et puis, moins 36 sur 150. OK? Et au dénominateur, nous aurons donc delta 1, c'est toujours 45 sur 150 moins 36 sur 150.
Et ceci plus 45 sur 150 moins, donc 18 sur 150. Voilà. C'est cela que nous aurons exactement. Et il suffit de pouvoir calculer et vous aurez effectivement le résultat. Monsieur Josué, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir mettre le webcam comme ça pour la dame qui avait besoin de voir? Ça va comme ça, on va mettre le webcam pour vous permettre de voir. Voilà. Je pense que vous pouvez observer là sur papier. Nous avons d'abord commencé par déterminer la classe modale. La classe modale va de 35 à 40. Et ensuite, nous avons déterminé les différentes fréquences, ou soit les effectifs, les effectifs par classe. L'effectif donc de la classe précédente, c'est 35, et puis de la classe modale, c'est 45, et de la classe qui vient après la classe modale, c'est 18. Et si on veut calculer en termes de fréquence, en termes donc de fréquence, il suffit de prendre seulement l'effectif divisé par la taille de l'échantillon. C'est comme ça que je parlais de 35 sur 150, 45 sur 150 et 18 sur 150. Et pour calculer maintenant la valeur modale, c'est-à-dire X mod, il suffit de pouvoir prendre d'abord la limite inférieure de l'intervalle. La limite inférieure de l'intervalle, c'est 35. C'est le 35 que nous avons là, plus, et ici l'amplitude. L'amplitude, on a pris juste 40 moins 35. C'est ce qui nous a donné la valeur de l'amplitude H qui est égale à 5. Et au-dessus donc de la barre, nous avons les delta 1. Delta 1, on prend la fréquence de la classe modale moins la fréquence de la classe qui précède. Et en dessous, nous avons delta 1 plus delta 2. Delta 1, c'est la fréquence de la classe modale moins la fréquence de la classe précédente. Et delta 2, c'est la fréquence de la classe modale moins la fréquence de la classe suivante. Et c'est comme ça que nous avons pu obtenir donc il suffit de calculer pour pouvoir obtenir la valeur du mode. Le mode qui représente effectivement la valeur donc de notre distribution que nous avons là. Et nous rentrons donc sur notre diapo. Il faut rentrer encore là-bas, choisir le diapo. Voilà, nous rentrons sur notre diapo. Nous sommes là. Et ce sont ces calculs qui ont été effectués. Et donc, vous voyez, par rapport aux valeurs qui ont été observées, la classe modale est là. Ouais. Ok, Chonda, je vous écoute. Oui, professeur. Bonjour, professeur. Bonjour. Je ne sais pas si on peut revenir sur la formule. Ah oui, je vous en prie. Sur la diapositive 46. Voilà. Je ne sais pas. Les delta 1, c'est la fréquence classe modale moins fréquence classe précédente. Fréquence précédente, voilà. Oui. Delta 2, c'est fréquence classe moyenne moins classe suivante. C'est une erreur de notation. Ok. C'est là où j'avais mon souci. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison. C'est classe C'était une erreur modale. Modale, oui, exactement. Donc, vous voyez, par rapport aux explications que je viens de donner, c'est exactement ce qui a été fait ici. Donc, nous avons
l'amplitude, il suffit de prendre la valeur supérieure moins la valeur inférieure. Donc, l'amplitude est de 5. C'est ça la valeur de l'amplitude. Et la limite inférieure de mode, c'est 35. Donc, la classe modale, sa limite inférieure est 35. Et ici, pour pouvoir déterminer le delta 1, c'est on prend la fréquence de la classe modale moins la fréquence de la classe précédente. C'est-à-dire 45 moins 36, ça fait 9. Même si on ajoutait 45 sur 150 moins 36 sur 150, et avec ce qui est au dénominateur, le 150 allait s'éliminer. Donc, on serait resté carrément avec ça. Et le delta 2, c'est 45 moins 18. Ça fait exactement 27. Et c'est en partant de ces calculs-là qu'on a pu maintenant déterminer que là, donc, le mode, la valeur de mode, ça sera de 36. C'est ça la valeur de notre mode. Voilà, nous passons au diapo suivant. Il y a comme autre valeur typique, nous avons la médiane. La médiane, excusez. Oui, allô, allô, bonjour. Oui, je suis donc ici, donc à Com, Alger. Bon, vous allez m'excuser pour l'interruption. J'avais un appel important. Voilà, il y a comme autre valeur typique donc au central, parce que c'est toujours autour du centre. Et la médiane, c'est la valeur qui est au milieu de la série statistique. On n'a pas besoin de calculer. Il suffit juste de pouvoir, surtout quand on va faire à une distribution qui est discrète. Avec la distribution discrète, nous n'avons qu'à aligner, n'est-ce pas, les différentes valeurs observées par ordre croissant. Et si surtout nous avons affaire à une distribution qui est constituée d'un nombre impair, on prend seulement la valeur qui est au milieu. C'est cela la médiane. Et donc, c'est l'élément qui, d'après les observations, permet d'avoir 50% d'observations à sa gauche et 50% d'observations à sa droite. Et si, par exemple, nous avons les différentes valeurs observées qui sont notées x1, x2 jusqu'à xn, alors à ce moment-là, on classe ça par ordre croissant. Et par rapport à l'ordre croissant, il suffit juste de pouvoir prendre le milieu. Les milieux, il suffit de prendre l'indice 1 plus l'indice n divisé par 2. C'est-à-dire 1 plus n divisé par 2. n plus 1 divisé par 2, ça nous donne l'indice de l'élément qui doit être au milieu. Voilà, et la plupart des fois, ça marche dans le cas où nous avons affaire, n'est-ce pas, à une distribution qui est un nombre impair. Prenons un exemple. Si nous avons une distribution qui est constituée de n éléments, qui est égale par exemple à 13, et pour prendre l'élément qui est au milieu, l'indice du milieu, on aura seulement 13 plus 1, ça fait 14, divisé par 2, donc c'est l'élément qui est à la position 7.
une fois que la distribution est déjà triée par ordre croissant, c'est l'élément qui est à la position 7 qui va être considéré comme la médiane. Là, il ne pose pas de problème. Mais dans le cas où nous avons affaire à une distribution dont la taille de l'échantillon est un nombre pair, prenons par exemple ici c'est 14, on ne peut plus procéder de la même manière que ce que nous avons eu à faire. Donc, parce que si on veut calculer cette façon-là, nous aurons 14 plus 1 sur 2, ça fait 7,5. Or, nous n'avons pas un élément qui se trouve à la position 7,5. D'où, à ce moment-là, il faudrait trouver la médiane sera pratiquement la moyenne de deux valeurs qui sont au centre. L'élément qui est à la position 7 et l'élément qui est à la position 8. Il suffit de calculer leur moyenne et c'est comme ça qu'on va trouver la médiane. Et tout ça, nous allons voir ça dans la suite. Détermination donc de la médiane, comment on détermine ça, on va en parler tout de suite là. Voilà, nous avons ce qui suit. Dans le cas où n est impair, donc cas de distribution discrète, on examine la parité donc de n. Si n est impair, n c'est la taille de l'échantillon. Si n est impair, là c'est facile. Il suffit juste de pouvoir prendre l'élément dont l'indice est à la position n plus 1 divisé par 2. C'est-à-dire c'est ça vraiment l'élément qui est au milieu. Et dans le cas où nous avons affaire à n qui est d'indice pair, si n est d'indice pair, alors il faudrait prendre les deux éléments qui sont au milieu pour trouver la médiane, c'est-à-dire x 1,5, c'est-à-dire la médiane. Il faudrait prendre la moyenne arithmétique, c'est-à-dire 1 sur 2. Et nous prenons la somme de l'élément qui est à l'indice n divisé par 2 plus l'élément suivant qui est à l'indice n divisé par 2 plus 1. Dans le cas où nous avons affaire à n qui est égal par exemple à 14, qui est un nombre pair, donc on va faire la moyenne de l'élément qui est à l'indice 7 et l'élément qui est à l'indice 8. On va prendre x7 plus x8 divisé par 2. C'est comme ça qu'on va trouver alors la médiane. Voilà. Donc nous avons l'exemple qui est donné au diapo suivant. Voilà, l'exemple est là. Nous avons affaire à une distribution qui est constituée d'un nombre impair, c'est-à-dire la taille de l'échantillon est égale à 5, qui est un nombre impair. Et il suffit juste de pouvoir, n'est-ce pas, prendre par rapport à la définition, les milieux, ça sera le troisième élément. Les milieux, il suffit de prendre 5 plus 1 divisé par 2, ça fait troisième élément. C'est l'élément qui est au milieu. Nous avons 50% d'observation à gauche, c'est-à-dire 2 éléments à gauche et 2 éléments à droite. Et là, c'est l'élément qui est au milieu qu'on appelle la médiane. Il n'y a pas de question. Voilà, nous y allons. Et donc, nous avons un deuxième cas où nous avons affaire à une distribution qui est constituée de 6 éléments. Et si vous regardez, en prenant par exemple 13, il va rester 2 éléments à gauche et 3 éléments à droite, donc on n'est pas au milieu. Alors, or, le milieu, c'est entre 13 et 14. D'où il faudrait calculer la valeur moyenne entre les deux qui sont au milieu. Donc, la médiane sera constituée de 3e élément plus 4e élément divisé par 2. Comment on a trouvé 3e élément? Il suffit de prendre la valeur n divisé par 2
et ensuite n divisé par 2 plus 1, c'est-à-dire quatrième indice. Et là, nous avons 13 plus 14 divisé par 2, ça donne 13,5 qui est la valeur de la médiane. Dans le cas où nous avons affaire à une distribution qui est continue, nous avons dit que la médiane, c'est la valeur qui est pratiquement au milieu. Et maintenant, comment procéder dans le cas où nous avons affaire à une distribution continue? C'est-à-dire, par distribution continue, nous avons affaire à, n'est-ce pas, une distribution. Donc, dans le tableau, nous avons affaire à des classes. Les valeurs sont définies sous forme donc d'intervalles. C'est ça, distribution continue. Et donc, ici, il faut passer par le calcul de la fréquence absolue cumulée. Par fréquence absolue cumulée, ici, on fait tout simplement allusion aux effectifs donc cumulés. On doit d'abord trouver les effectifs cumulés. Et nous avons vu effectivement comment est-ce qu'on calcule les effectifs cumulés. Il suffit juste de ne pas prendre l'effectif première, deuxième classe, on additionne, ça donne l'effectif cumulé de deuxième classe. Quand on additionne l'effectif de première, deuxième, troisième classe, ça donne l'effectif cumulé pour la troisième classe, ainsi de suite. Là, nous avons vu comment est-ce qu'on calcule ça. Et deuxième chose, c'est déterminer maintenant la classe médiane, c'est-à-dire la classe qui contient donc l'observation de rang n divisé par 2. Et comment est-ce qu'on procède dans ces cas-là? Ici, nous savons que la distribution est continue, donc nous avons affaire à une distribution continue, mais toutefois, par rapport aux différentes classes qui ont été définies après le calcul du nombre de classes ainsi que de l'amplitude, là, il suffit juste de pouvoir observer le nombre de classes et on va de la même manière essayer de déterminer le rang qui nous donne effectivement la classe médiane, la classe qui est au milieu. Et dans d'autres cas, il suffit de pouvoir calculer pour trouver la classe médiane. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et après avoir déterminé la classe médiane, il suffit d'utiliser juste la formule d'interpolation. Dans cette formule, ici, pour trouver la médiane, on commence d'abord par la valeur limite inférieure de la classe médiane. Et ensuite, là, c'est l'amplitude. L'amplitude, c'est la différence entre la valeur limite supérieure de la classe médiane moins la valeur limite inférieure de la classe médiane. Et là, nous avons n sur 2. N, c'est la taille de la population. Et on divise ça tout simplement par 2. Et le NI, c'est l'effectif de la classe médiane. Et le NI moins 1 ici, effectivement, c'est la fréquence absolue cumulée de la classe précédente de la classe médiane. Si la classe médiane est par exemple la classe 4, et donc ici, la fréquence cumulée de la classe 3, c'est ce qui va nous déterminer le NI-1. Voilà, c'est comme ça qu'avec l'exemple qui est donné sur le diapo suivant, on explique ça de manière beaucoup plus claire. Voilà, nous avons cette distribution ici qui est définie, où nous avons affaire à des fréquences qui sont observées par rapport à des intervalles d'âge. C'est vraiment le même tableau que auquel nous avons eu affaire depuis le début. Nous avons un total de combien de classes? Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième classe. Voilà, donc nous avons un total de 8 classes. Et dans ce total de 8 classes, nous avons, si nous voulons
Je pense qu'il y a une petite erreur. Permettez, je crois que dans l'exemple que nous avons, il y avait plutôt 7 classes. Je crois que ceci ne doit pas exister. Bon, une minute, hein? Juste une minute, je vais d'abord calculer. Nous avons 9. 9 plus 28. Nous avons donc 9 plus 28, plus 36, plus 45, plus 18, plus 9, et plus 3, je ne sais pas, le tableau qui est défini ici doit avoir un petit problème. OK. Donc, il y a eu erreur, excusez-moi. Ici, par rapport à ce que nous avons au départ, ici, il y a 27 et là, 6. Voilà. OK, je vous prie de pouvoir arranger comme ça. Voilà, nous avons donc un total de 7 classes. C'est comme ça que ici, la classe médiane, c'est la classe qui tombe à la 4e position. C'est ça la classe médiane. Où nous avons la limite inférieure ici, c'est 35. Et l'amplitude est 5. Et nous avons l'effectif total, ou soit la taille de l'échantillon, c'est 150. Et donc, si nous voulons calculer les fréquences cumulées jusqu'à l'avant-dernière classe, si nous prenons 9 plus 27, ça fait un total de 36. 36. 36 plus 36, ça fait 72. Effectivement, c'est comme ça que nous avons la fréquence cumulée de la classe précédente, c'est 72. C'est comme ça qu'on a trouvé le 72 qui est là. Voilà, donc, et maintenant pour le calcul de la médiane, on prend la limite inférieure de la classe médiane qui est 35, plus l'amplitude. L'amplitude, c'est 40 moins 35, ça fait 5 qui est là. Et ensuite, là, si vous regardez dans la formule, nous avons d'abord la taille, n'est-ce pas, de l'échantillon, hein, ou l'effectif total, divisé par 2, ça fait 75. Et moins, là, c'est la fréquence cumulée de la classe précédente. 72. 72 divisé par le... Ça doit être... Par rapport à la formule, c'est l'effectif de la classe... la classe médiane. L'effectif de la classe médiane. Et c'est comme ça que partant de cette formule ici, on a pu retrouver 35,3 comme valeur obtenue. OK? Donc, la médiane, comme il s'agit d'un âge, c'est comme ça que la médiane, on a considéré seulement que si la médiane est égale à 35 ans. C'est ça qu'on a pu déterminer que la médiane est égale à 35 ans. Je pense que tout le monde a compris. Il y aura également des exercices sur cette partie où vous permettent de vous exercer là-dessus.
Voilà. Donc, nous pouvons passer au diapo suivant où nous avons, voilà. Il y a aussi d'autres paramètres qu'on appelle les quantiles. Quantiles, donc, c'est tout simplement aussi des valeurs typiques centrales. Et cette notion donc de quantile est toujours définie suivant un certain ordre. On peut définir ça comme le premier quantile, troisième, deuxième, donc quartile. Il y a les déciles ainsi que les quintiles, ainsi de suite. C'est tout simplement par rapport au rapport qui est défini là-bas. Quand c'est 1 sur 5, c'est-à-dire on voudrait trouver la valeur qui est donc au 1/5 de la distribution, c'est comme ça on appelle ça quintile, c'est sur 5, 1 sur 5. Déci c'est 10, 1 sur 10. Et deuxième quartile, quartile c'est 4. Deuxième c'est 2 sur 4. Troisième quartile c'est troisième cadran, donc à partir du troisième cadran jusque vers la fin. Donc la valeur qui est définie donc dans cette partie-là de l'intervalle. Et premier quartile, c'est de 1 sur 4. C'est comme ça que l'on définit tout simplement ces troisième, donc ces quatrième plutôt paramètres que nous allons maintenant présenter. Donc c'est juste une autre façon de pouvoir définir une valeur médiane, mais qui est au quatrième cadran ou soit premier cadran, ainsi de suite, ou soit au 1/10 de cadran, donc de la distribution. C'est ce que l'on a comme élément. Voilà, nous avons ici, on fait intervenir donc la fonction donc de répartition. Quand on parle de la fonction de répartition, souvent ça donne lieu donc à une fonction donc qui reprend des fréquences cumulées. Et la manière la plus simple, c'est de pouvoir tout simplement donc essayer d'aligner les différentes valeurs de la série par ordre croissant. Et par rapport à cet ordre croissant-là, comme par exemple ici, nous avons besoin de pouvoir trouver le premier quartile. En ce qui concerne le premier quartile, comme nous avons 12 observations, donc 12 valeurs possibles qui ont été reprises, donc il s'agit de première partie de 1/4. Donc il suffit juste de pouvoir prendre toute la distribution divisée par 4. C'est-à-dire c'est première, deuxième jusqu'au 12e indice. Quand on divise, donc ici, on tombe vers troisième indice. Et troisième indice, c'est 15. Donc, il suffit juste de prendre troisième élément plus quatrième élément divisé par, donc, prendre la moyenne, c'est cela tout ce que l'on fait. C'est juste une médiane, mais qui est définie par rapport au 1/4, donc à la position 1/4 de la distribution. Et si c'était par exemple les calculs, prenons par exemple si c'était le troisième quartile. Pour ce qui est de troisième quartile, si vous prenez 12 divisé par 3, divisé par 4, ça fait 3. Multiplié par 3, ça devait tomber à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, ici, avec cette série qui est déjà triée par ordre croissant, le troisième quartile ici sera tout simplement 25 plus 27 divisé par 2. C'est tout ce qu'on aura à calculer dans ces cas-là. Il n'y a pas autre chose à faire. Et la même chose aussi, si on veut trouver maintenant la médiane qui est le quartile qui est pratiquement au milieu, le quartile qui est au milieu, c'est ça la médiane. Et il suffit pour notre cas, si on divise les 12, la distribution par 2, ça fait donc 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, il suffit juste de pouvoir trouver la moyenne entre 19 et 22
On calcule juste cette la moyenne de 2 ici, 19 et 22, et on trouve c'est ça la valeur de la médiane. Et donc, il n'y a rien de particulier.